Bonjour, merci d'être là. C'est des drôles de situations, hein, parce j'espère que vous pourrez poser des questions en baissant le masque. Vite. Vous êtes sur YouTube, donc il y a une centaine de personnes qui peuvent vous poser des questions à distance. Parfait, Voilà. on répondra. Et donc, c'est vrai que la compagnie est particulière dans le sens où moi je viens des arts plastiques en fait, et j'avais passé Camondo à l'époque, donc c'est très drôle d'être ici. Je devais peut-être être architecte, et puis comme d'une façon toujours assez redoutable, on écrit son chemin, et parfois ça a à voir plus avec du vaudou que des décisions très réfléchies. Mais en tout cas, il se trouve que ça devait être plutôt du côté du théâtre que de l'architecture. Et donc, j'ai finalement fait une formation à l'ESSAD, qui est une école pour être scénographe. Sachant que j'ai travaillé pas mal dans des cabinets d'archi au début. Donc j'avais déjà un rapport à tout ça qui était plus du côté de la scénographie, du décor, de l'objet. Donc voilà, donc j'ai fait une formation de scénographe et de costumière. Et puis j'ai eu la chance à la fin de mes études de partir comme pensionnaire à la Villa Médicis en scénographie. J'avais donc 22 ans, ce qui fait que c'est un peu déterminant, je pense, dans un parcours, c'est-à-dire que se retrouver là-bas pendant un an à écrire, dessiner, etc., a fait que est venue dans ce chemin qui partait de la scénographie l'idée de mettre des êtres humains dedans et peut-être d'être à l'origine de tout en ce qui concernait la manipulation des formes, de la scéno. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça démarre par des choses sérieuses, parce que c'est vrai que les formes finales sont assez redoutables, farouches, antinomiques, contre. Ça on en parlera peut-être après. J'ai rencontré Xavier assez rapidement. Lui venait des Beaux-Arts. Et je pense qu'au-delà de sa capacité, de son talent de compositeur, il y avait une vision de l'art, et je pense que ma façon de faire du théâtre a plus à voir avec l'idée de faire de l'art que de faire du théâtre, sans prétention, c'est-à-dire d'interroger la forme qu'on doit manipuler pour qu'intervienne là la question de l'art, et après de l'humain, et après de la politique, et après de l'animal, et après du clan, parce que peut-être l'autre particularité du ZEREP, c'est que ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble, que c'est les mêmes comédiens. Les costumes, j'y ai fait avec la même personne avec qui j'étais étudiante aussi. On fait fabriquer nos décors, on a fait fabriquer nos décors longtemps à Bruxelles, parce que c'était moins cher, et qu'il y avait un type très doué là-bas. On a un sculpteur qui fait toutes les sculptures pour les décors, tous les objets. Donc peut-être que la particularité du ZEREP, c'est d'être une sorte de gang aussi, et de groupe. Et je crois beaucoup au groupe. Et je pense que c'est un peu fondamental quand on doit inventer quelque chose. Je pense qu'on est plus fort à plusieurs. Voilà pourquoi tout ça s'est mis en branle. Et peut-être que Xavier, tu as quelque chose à dire avant. Voilà, donc Xavier, une sorte de dramaturge finlandais, on dira. Donc là, on va commencer avec un... On vous dira après. Meurs, femme, je te saignerai. Pourceau, je te saignerai, je te saignerai. Ok. Il est démontré. Crayon, fantôme du quai. Et on couvrit l'entraille. Coupe-le et mangeons. Coupe-le et mangeons. Fantôme du pied. Ouvre-le les entrailles, coupons-le en morceaux, et mangeons. J'aurai jusqu'au coude. Fouille dans la gorge, roule-le. Fouille dans la gorge, roule-le. Mordons et mangeons. Fantôme du pied. Je me nomme au soleil, il y a
sec comme le plomb. Tu demeures, soif, soleil, son sang t'enivrera. Oh, ma vengeance! Oh, ma vengeance! Oh, ma vengeance! Oh, ma vengeance! Oh, jour de sang! Jour de noces, oh, soleil, soleil! Il y a assez longtemps que tu es sec comme le plomb, sec comme le plomb. Tu te meurs de soif, soleil, tu te meurs de soif, soleil, son sang t'enivrera. Oh, ma vengeance! Il y a longtemps que des ondes poussent au dents du golin. Il vous faut le crâne. Je vais la refaire cette phrase, au dents du golin. Il faut le crâne. Au dents du golin. Il faut le crâne. Dans la chambre, là, il explique à son lit que son trait, les gens font les armes. Donc, son volo lui dit: es-tu en délire? As-tu la fièvre? Donc lui répond par Ajaccio: la vache! Il est. Mais toi, tu sois sur Rocco, lui dit: la chasse souffrant! Le petit maigre, les pères, les filles, les adieux sans fin, les rigolards, plein d'adieu! Tu m'as écrit? Tu veux pas mourir quand elle embrasse le bébé? Je sais pas, je me disais que ça pouvait être magique. Je me sens mieux ici pour bosser. Les gamins l'écrivent sur les murs. Ris, vieillard, il dit comme ça, c'était même tout comme ça. Ris, gamin, ris. Ris dans ton bonnet blanc. Tu ne vois pas que les ongles poussent. Ah, le crâne. Tiens. Meurs, frappe ton du pied. Meurs, frappe ton du pied. Meurs, merde. Meurs, frappe ton du pied. Me voilà dans la rue, moi, l'organisation. Les enfants ne jettent pas de la boue. Les lits et filles sont encore chauds de ma sueur. Je n'ai enfin tu ne sens pas là. Avant du pied. Est-ce que j'ai quelques idées? Frappe du pied. Meurs. Frappe du pied. Meurs.
Ce film, c'était le démarrage d'un spectacle et d'une adaptation qu'on avait fait de Lorenzaccio en 2005 et qui s'appelait Les Gondoles à Venise. Les Gondoles à Venise. Alors les titres sont toujours des objets ultra importants dans notre manière de travailler parce que ça donne toujours une orientation un peu basique, mais qui offre toute l'ambiance possible de ce qui va être possible après. Après, la première séquence que vous voyez, c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vraiment fait à la sauvage. C'est-à-dire qu'il est 8h du matin, Stéphane se réveille, moi je me réveille aussi, on est en résidence, et je pense que nos amis de Toulon qui nous regardent auront reconnu la pinette de Château-Vallon. On est peut-être dans le moment le plus primitif de ce que peut être le travail. C'est-à-dire que le moment où, à la fois, on est en train d'être dans l'immédiateté la plus absolue, de ne pas savoir si le sens va prendre corps, et en même temps, c'est comme une espèce de joyau pur de ce que peut être une idée qui n'a pas de sens. Et c'est assez manifeste de la manière dont on travaille, dont on pratique et le théâtre et le spectacle. Dans le sens où c'est toujours questionner le pouvoir du théâtre avec toutes ces lourdeurs et tous ces artifices pour en arriver finalement à essayer d'inventer quelque chose tout en gardant quelque chose d'extrêmement primitif. Malheureusement, il y a rarement maintenant du primitif sans artifice, donc le spectacle. Mais c'est un vrai prototype qu'on vous montre ici, c'est-à-dire que qu'on avait montré aussi dans la pièce, parce que sachant que l'acteur, le paradoxe de l'acteur, qu'est-ce que fait un acteur, comment un acteur rentre dans un personnage comme un pied dans une chaussette, c'était toute la question qui était abordée là-dessus. On avait joué ça à Chaillot, dans une salle où avait joué Gérard Philippe. Les vrais amateurs de théâtre old school n'avaient pas apprécié qu'on puisse envisager Musset de cette manière. Alors du coup, peut-être que tu as des photos des gondoles. Donc c'est vrai que même quand on choisit un texte, les spectacles sont très contextualisés, c'est-à-dire que le fait de faire des créations au Théâtre National de Chaillot, dans la salle Gémier, ça induisait une programmation qui a eu lieu des années, des siècles avant. Et du coup, c'est vrai qu'on ne monte jamais des textes de théâtre. On a commandé des textes à des gens qui écrivent pour l'art, à des gens comme Paco Tillman, à des gens comme Jean-Yves Joannet, qui avait fait l'Idiot aussi dans l'art. On a commandé des textes à... C'est vrai qu'il y a des commandes, et puis parfois, les spectacles partent d'un corpus, d'une idée. Donc ça peut être un spectacle autour du cabaret. On a fait un spectacle qui partait de Charles Aznavour, La Poterie, pour finir par Louise Bourgeois. Donc en fait, le comédien que vous avez vu là, que j'appelle mon museau, parce qu'il n'y a pas de mot masculin pour muse, c'est donc Stéphane Roger, avec qui je travaille depuis 25 ans. Et Stéphane a la particularité d'imiter Charles Aznavour pendant des heures pour se chauffer. Et un jour, on a fait un spectacle, et je me suis dit, il faut qu'on colle à ça quelque chose qui a à voir avec les vieilles personnes, peut-être de la poterie. Et donc, on est allé prendre des cours de poterie pendant 1 mois et demi. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y aurait d'un peu chic, d'un peu noble, d'un peu glam pour tirer ce projet à un autre endroit. Et donc, on s'est dit, on va aller rencontrer Louise Bourgeois à New York, qui faisait les rendez-vous du dimanche. Et donc, on est parti avec une poupée de ventriloque de Charles Aznavour qu'on avait fait construire, des poteries pitoyables qu'on avait faites. Parce que le but, on avait demandé à notre coach en poterie d'arriver à monter des pots très très hauts. Parce qu'on ne voulait pas faire de service à thé. Nous, ce qu'on voulait, c'est le côté, tu mets une boule, tu mets tes mains d'une certaine façon, le truc qui monte d'un coup d'un seul. Donc on avait des pots comme ça. Donc on est allé chez Louise Bourgeois et on a passé l'après-midi chez elle. Et donc il y a un spectacle qui s'appelle Enjambe Charles, et qui est le fruit de ces trois pistes de travail.
Donc c'est assez... le dernier spectacle qui s'appelait Les Chauves-souris du volcan était sur les chagrins d'amour. Donc c'était sur les larmes en fait. Donc là, en général, on travaille... je regarde ce que montre Xavier, parce que peut-être que c'est peut-être plus simple de commenter un peu de s'arrêter sur des images. Tu cherches les gondoles. Donc ce qu'on vient de vous montrer, en fait, c'est un extrait de film qui inaugurait le spectacle. Et en fait, de Lorenzaccio, qui est donc une pièce très classique avec 37 scènes. Et quoi qu'en disent les metteurs en scène contemporains, non, Musset n'est pas moderne, non, les tragédies grecques ne sont pas modernes, ce n'est pas vrai. Des notions ont traversé, on peut sans doute s'en emparer. Je pense que définitivement, ces écritures-là sont vieilles, démodées, souvent barbares. Et je pense qu'on souffre d'un théâtre très archaïque. Et peut-être que là où on aurait à voir avec des sauvages, c'est dans le fait de ne pas être apprivoisé. Et c'est peut-être la chance d'un parcours où très vite j'ai eu les moyens de faire ce que je voulais en fait. Et du coup, sans doute aussi, avant la Villa Médicis, j'ai travaillé, au retour de la Villa Médicis, j'ai travaillé à New York pendant 1 an. Il faut savoir qu'à New York, il n'y a pas de théâtre subventionné. Donc les gens soit font du théâtre, soit quand ils sont acteurs, la blague c'est tu travailles dans quel bar. Et donc ça donne un théâtre qui est un peu daté, qui est très, je dirais, années 80, comme ça, mais du coup c'est un théâtre très vivant, avec des acteurs et une façon de fabriquer les spectacles qui n'ont rien à voir avec des traditions ici qui datent vraiment de belles lurettes. Et c'est vrai qu'entre l'exil de la Villa Médicis et le fait de travailler à New York, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit qu'il fallait que j'invente une chose. Et donc le premier spectacle, c'était l'adaptation d'une méthode pour apprendre à nager sans eau, qui a été écrite dans les années 30. Et c'était le projet avec lequel j'étais partie à la Villa Médicis, où je voulais faire un parcours dans les termes de Caracalla, sur le rapport au corps. Et du coup, quand je suis rentrée à Paris, j'ai fait vider une piscine qui se situe à l'époque, qui est toujours là, qui est rue Oberkampf, qui est une piscine des années 30, très belle. Et j'ai fait mon premier spectacle dans une piscine vide. Et donc j'ai adapté cette méthode qui était, en fait c'était les premiers textes hygiénistes. Et là, en fait, comme je dessinais beaucoup, je suis allée chercher des acteurs à la NPE du spectacle, donc des acteurs qui n'avaient pas de travail. Et j'ai cherché des gens qui ressemblaient à mes dessins. Et donc ça, c'était le premier spectacle. C'était une sorte de radeau de la Méduse, parce que c'est vrai qu'après, il faut jouer, après, il faut... Mais finalement, il y a une méthode qui s'est inventée. La méthode, elle est teintée d'improvisation au plateau, de choses qui nous appartiennent. C'est vrai qu'on peut passer 3 heures au bar à côté du théâtre, et puis répéter 2 heures. Et puis il y a une chose de la vie et de l'art qui est extrêmement, extrêmement mêlée. Et donc c'est cette espèce de méthode qui s'est inventée. Donc le deuxième spectacle, donc du coup le premier spectacle était dans une piscine vide, et après on a tourné, donc il a fallu refaire le décor d'une piscine. Et c'est vrai qu'avec Xavier, quand on travaille, on construit d'abord la scénographie, l'objet, qui doit en lui-même, dans un état vide, raconter déjà des choses qui nous semblent importantes pour le spectacle qui est à venir. Sachant qu'on fait aussi beaucoup d'installations dans les musées d'art moderne et d'art contemporain. Donc là, le dernier gros projet, c'était l'inauguration de Canal Pompidou à Bruxelles. Et je pense qu'avec peut-être Philippe Ken, Gisèle Vienne, on est peut-être les rares à avoir la possibilité d'un dispositif scénique et esthétique, qui fait que par exemple à Canal à Bruxelles, c'est donc les anciennes usines Citroën. Donc là, on nous a donné 3000 m² où on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc dans ce genre de cadre et de propositions, on fait des installations de scénos, d'objets, qu'on active avec des performances, où on invite des gens. Donc voilà, ça c'est un peu je dirais le spectre et les façons de travailler. Donc là c'est des photos du spectacle dont est issu le petit film.
Donc là, il y avait... voilà, alors ça, j'essaye de suivre le... on essaye de se suivre. Donc les objets, l'écriture comme dit Sophie, l'écriture des spectacles, et même si ça se passe dans le cadre généralement du théâtre, et ça s'est présenté dans les théâtres, c'est-à-dire que c'est l'idée de se dire que la scène n'est pas une chasse gardée. C'est-à-dire que sur scène, on peut faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, sur scène, il se passe toujours beaucoup de choses, parce que dès qu'un type se met à parler, de toute façon, il monte sur une boîte et c'est déjà une scène. Et la considération de la scène n'a jamais été envisagée par rapport au spectacle comme étant le spectacle lié au texte, mais plutôt comme étant une possibilité d'interroger la forme même du théâtre, la forme même de la performance et la forme même des objets. Et c'est vrai que souvent les objets et les scénographies, il peut y avoir une idée comme Sophie les présentait, les exposait. On a fait une pièce sur le cabaret et l'idée c'était de se dire comment les mecs sont habillés, qu'est-ce qui fait cabaret, qu'est-ce qui fait El coup du cric andalou. Et donc on part sur des espèces d'hypothèses qui sont comme un travail d'imagination et puis un travail de correspondance. Et puis alors on se dit tout d'un coup, tiens, mais il faut qu'ils aient des capes. Alors on ne sait pas pourquoi il faut qu'ils aient des capes, mais on se dit il faut que les capes soient décorées, et il faut qu'elles soient décorées avec des œuvres d'art. Tout d'un coup on se met à être obsédé par l'idée de décorer des capes avec un intérieur qui serait une œuvre d'art reprise. Et puis il faut choisir les artistes. On se met à choisir Automule, Magritte, Picabia et Jérôme Bosch. Et on a la sensation que dans cette espèce d'improvisation et qui fait que les idées sont déjà des espèces de petits êtres qui commencent à vivre un peu, c'est comme ça que se profile la mise en place d'un objet général qui sera le spectacle au bout du compte. Et donc les objets ont toujours été assez caractéristiques dans les pièces, et peut-être même plus les objets que certaines scénographies dont parlait Sophie là. Et on s'est retrouvé en effet à être invité à aussi montrer tous ces objets. Donc on avait fait cette exposition à Toulouse qui s'appelle Xanadu, en rapport à Xanadu de Citizen Kane. De Citizen Kane, donc de William Hearst. William Hearst, voilà, qui était le personnage d'origine. Et c'est ça, l'origine, il faut toujours y remonter. Donc, parce que la question de l'origine et la question du primitif sont toujours liées. Parce que Orson Welles, c'est pas l'origine de l'histoire, c'est William Hearst qui est l'origine de l'histoire. Puis après, sa fille, elle se fait enlever par les Black Panthers. Donc, ça fait passer par toute une espèce de... Finalement, l'expo s'appelle Xanadu, et ça parle de tout ça, en fond. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que d'avoir les moyens, qu'est-ce que c'est d'avoir de vivre à la hauteur de son imagination, qu'est-ce que c'est de pouvoir être sombré dans la maladie interprétative, et puis finalement, ça s'appelle Xanadu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne me rends pas compte sous les masques. Je voulais parler de choses... Ah oui, je pensais à l'idée du théâtre comme lieu de la modernité, en fait, et de l'histoire de la troupe, et je dirais plutôt du clan, du gang. Alors, sur la thématique qui cadre là les conférences, peut-être aussi c'est un art qui a su être du coup préservé, un peu coupé du monde dans le sens où sur un parcours peut-être personnel où des choses ont été assez faciles au début de garder cette patte que j'avais. C'est vrai que quand j'ai fait le premier spectacle dans la piscine vide, les gens pensaient que j'étais italienne ou belge, enfin ça ne pouvait pas être français un travail comme ça. Et peut-être qu'il y a une sorte souvent les gens sortent des spectacles en disant quelle liberté, et la liberté coûte très cher. Alors elle coûte très cher dans le sens où cette sauvagerie peut-être, mais peut-être dans le sens de Rousseau, du bon sauvage, hein, qui n'a pas été trop abîmé par le réel,
Et c'est peut-être cette chose-là qui nous caractérise, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, par exemple, normalement pour faire un spectacle, ça c'est dans les règles de l'art, on fait 2 mois de répète et on fait un spectacle. Et moi tout de suite j'ai senti que ce timing-là ne correspondait pas à ma façon de travailler, parce qu'à partir du moment où je dessine, où je travaille dans mon atelier, où c'était pas juste pour moi, parce que j'ai un rapport au travail où on a un atelier avec Xavier où on fabrique les maquettes, où on dessine, et donc on fait des va-et-vient entre ce travail personnel qu'on va avoir avec peut-être un travail de peintre, de sculpteur, je sais pas, d'artiste en tout cas, et puis le temps des répètes. Et donc en général on fait une semaine de répétition par mois. Et ce temps de répétition il va être sur 1 an et demi, et ça fait les spectacles. Mais c'est vrai que par exemple ça a été une bataille de faire comprendre sur les premières productions que c'était pas 2 mois de répète et un spectacle. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mauvais spectacles, en fait. Parce que quand on travaille 2 mois, et qu'on a 10 êtres humains, ou 8 ou 5 sur scène, plus des objets, plus de la musique, je pense que le temps de réflexion et l'écriture, puisque maintenant on est dans des écritures de plateau, il est temps qu'on accepte, et il faudrait que dans les écoles de théâtre, cette chose-là soit intégrée. L'écriture de plateau, c'est-à-dire qu'on travaille en improvisation, on ne travaille pas avec des textes de théâtre classiques, et que ce temps d'écriture de plateau n'est pas du tout le même que apprendre un texte, avoir un scénographe qui fait sa scéno, qui livre sa scénographie 3 semaines avant la première, et le compositeur. Et ça donne des pièces, finalement, moi que je critique pas, qui sont pas ce qui m'intéresse, mais une espèce de truc plan-plan, parce qu'il y a une méthode qui est très plan-plan et très respectée. Alors peut-être l'idée d'être le bon sauvage, c'est de savoir quelle est la méthode intime de chacun pour créer ce monde, où qu'il soit en tout cas. Et dans le temps même de la fabrication des pièces, c'est posé d'une façon très rapide ce problème, le problème aussi d'avoir la production, c'est-à-dire de se dire si là j'ai envie de fabriquer 2 perruques géantes ou de faire 2 semaines de répète, c'est moi qui décide. Et c'est pas une production qui a été préétablie. Donc comment aussi en termes de production, de montage, et du réel, en fait, c'est comment le réel doit s'adapter à une écriture et une façon de penser. Et peut-être cette façon d'inventer une méthode nécessite une force personnelle et un groupe en tout cas. Je parle de ça, je sais pas. Alors bon, tiens, voilà. Ça, c'est on fait beaucoup de workshops, on fait beaucoup d'ateliers. On n'est pas des mauvais pédagogues quand on sort de notre grotte. Et donc ça, c'est un principe de performance qu'on a fait à Beaubourg, qu'on a fait dans plein de musées, qui s'appelle « Il manque plus que l'orchestre ». Donc en fait, on le fait souvent avec des danseurs. Et il y a 20-25 danseurs. Et le principe, c'est 1 heure de défilé, où il y a des centaines de masques, d'accessoires, d'objets, et ils doivent, dans une espèce de défilé permanent, incessant, se travestir. Avec la même musique, et donc c'est comme une espèce de transe. Donc sur l'être humain aussi, sur le... C'est comme une sorte d'assommoir, c'est-à-dire que c'est entre on achève bien les chevaux et c'est entre on achève bien les chevaux et les grands exemples de l'art répétitif d'avant-garde le plus coriace. Sauf que entre les deux, ça ressemble à la fois à un carnaval, à un abattoir, à un parcours du combattant, et c'est comme une transe visuelle avec des gens qui sont en train de se perdre dans leur personnalité multiple. Et ça s'appelle Il manque plus que l'orchestre. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'orchestre, mais je pense que la parfaite forme de l'aboutissement total, ce serait d'avoir un orchestre énorme qui joue la musique en direct. Et c'est une sorte de point nodal de ce que peut être la capacité humaine à se transformer et à s'oublier. Et puis sur les acteurs, alors il y a aussi une chose, je pense que c'est le pire métier du monde en fait.
et qui est un des plus étranges, c'est-à-dire d'être payé pour être devant des gens à faire des choses. Moi, quand j'étais plus petite, ma mère m'a emmenée voir une comique qui s'appelait Zouk. Vous regarderez, donc c'était une comique suisse qui est toujours vivante, très malade, qui était incroyable. Et ma mère m'a emmenée voir Zouk, donc c'était une espèce de grosse bonne femme habillée en noir, qui était une comique, mais c'est vrai que ces spectacles étaient très étranges parce qu'il y avait des grands moments de malaise. Elle pouvait faire un sketch sur un hôpital psychiatrique, donc au début on riait beaucoup, puis au bout d'un moment le réel qui arrivait avec cette bonne femme toute seule était dingue, terrible, assez effrayant. Alors elle faisait des bébés par exemple, elle faisait un bébé qui pleure, donc ça riait pas mal, et au bout d'un moment c'était très angoissant. Donc c'est vrai que moi j'ai été biberonnée à des trucs, j'allais voir des opérettes avec mes grands-mères italiennes. Donc quand j'avais 13-14 ans, j'étais fan de chanteurs d'opéra gays, les cheveux teints, j'avais des posters d'eux dans ma chambre, et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai opté pour je ferai avec tout ça en fait, aussi lourd que ça puisse être, et je ferai avec cette culture populaire et cette espèce de barnum personnel. Et je dis souvent quand je donne des cours où je pense qu'il ne faut pas lutter et que ce qui nous constitue, aussi pitoyable que ça puisse être, c'est à nous de lui donner une force, une forme et une existence. Et c'est vrai qu'après, en me retrouvant forcément après en étant étudiante, après en découvrant les premières pièces je dirais de Pina Bausch, de Cantor, de Chéreau, de Gruber. Après, j'ai découvert une sorte je dirais, de culture plus noble, puis après on se fait sa propre culture. Mais cet aller-retour qui est très souvent étrange, qui peut paraître douloureux et pas faire entre d'où on vient et ce qu'on est en train de construire quand on fait de l'art, quand on est dans une profession artistique, je pense qu'il est fondamental, même si ce n'est pas toujours des parties de plaisir. C'est-à-dire qu'il y a une chose très baroque dans ce qu'on fabrique, sachant que le baroque n'a pas eu une place formidable en France et que c'est pas... Et il y a une chose qui a à voir avec tout cet héritage-là. Et je pense qu'un être humain sur scène, aller au resto tranquille après et puis juste discuter, je pense que ça doit troubler en fait. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une chose dans les spectacles qui est... Pour le public, ouais. Pas pour nous, non. Et, voilà, et je pense que parfois, il y a une chose qui n'est pas très... Peut-être là aussi, sur l'idée du sauvage, il y a une chose pas très hospitalière dans ce qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui a à voir avec... ça peut être très drôle, ça peut être très beau, ça peut être très étrange. Et c'est ce brinque-ballement entre tous ces états qui fait que, je dis souvent, c'est comme quand on skie et puis qu'il y a de l'herbe tout d'un coup et qu'on s'arrête comme ça. Et pour moi, les spectacles du Zérep, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où on est sur un petit morceau un petit trajet où on se fait super plaisir parce que c'est super beau, il y aura une étrangeté, il y aura un moment de solitude. Il y a un côté train fantôme, en fait, du spectacle vivant. Après, je rejoins ce que disait Xavier tout à l'heure sur l'histoire de l'art et c'est Fellini qui disait que le studio de cinéma était l'endroit idéal pour fabriquer de l'art. Moi, je dirais que la scène est l'endroit idéal pour fabriquer de l'art. Après, quand je dis de l'art, c'est vraiment sans prétention aucune. C'est fabriquer une chose qui est peut-être qui ne correspond pas aux conventions dans son écriture et dans sa forme. Et alors là, je te repasse le micro. Quand on a fait ça à Beaubourg et à Bruxelles, à Canal, on fait des séances de dessin d'après-nu avec les comédiens du Zérep. Je dirais juste un mot sur les comédiens du Zérep parce que ça fait quand même 25 ans que je travaille avec eux. Et c'est comme si on voyait des rôles en train de faire des créneaux quand même. C'est-à-dire qu'ils savent tout faire et c'est des vrais comédiens, quoi. Et je pense qu'avant d'être des comédiens, c'est aussi des artistes et qu'ils auraient pu être, je sais pas, peintres, architectes, musiciens. Il se trouve que c'est sur le plateau que ça
que ça se règle. Et c'est vraiment des acteurs 4x4. Et toutes ces configurations, toutes ces pièces ne peuvent se faire qu'avec et en fonction et grâce à ces acteurs-là. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si c'était peut-être à propos de l'art. En même temps, il ne faut pas s'inquiéter avec l'art, parce que l'art, il arrive tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il est là, et puis il y a des moments, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a plein d'œuvres dans les musées où il n'est pas là, fondamentalement. C'est-à-dire que ce truc arrive. C'est pas miraculeux. Tout d'un coup, il peut être là. Donc c'est pas un objectif si pressant. Il faut avoir de la chance un petit peu quand même. Il faut bien travailler, puis il faut avoir de la chance. Et des fois, il y a de l'art. Moi, je crois pas du tout à la chance, mais personnellement. Je sais pas si c'est très clair tout ce qu'on raconte. Peut-être des questions? Ouais, bien, avec plaisir. Alors, avec plaisir. Une question d'un auditeur. Une question au club. Alors, il y a une question. On va zapper un peu là, c'est comme l'herbe sous les skis. Ouais. En architecture intérieure ou en design, on apprend. Alors vous connaissez peut-être pas ce vocabulaire, enfin peut-être toi, enfin si, je pense, les écoles. On apprend la méthodologie du projet. C'est un truc qu'on utilise beaucoup en tout cas. Par analogie, au théâtre plan-plan, est-ce une impasse? Ah non, alors nous on a la méthodologie, comme je disais tout à l'heure, on l'a inventée, mais c'est très carré en fait. C'est-à-dire qu'il y a, dans un premier temps, les thématiques qui vont être travaillées, c'est très, je dirais pas scolaire, mais en fait il y a une façon de travailler qui est très ordonnée au milieu de ce bazar. Donc il y a des thématiques, un corpus de thèmes qu'on se donne avec Xavier. Ensuite il y a l'iconographie, les bouquins, les films. Donc à l'atelier, on a les murs remplis d'images en se disant tiens ça pourrait rentrer. Donc ça va être des photos, ça va être on cherche des choses autour de ce projet. Après il y a la scéno, donc là on commence à dessiner, à faire les maquettes, à fabriquer des objets. Après arrive le choix des costumes et des masques qui sont toujours très importants. Et après on commence des séances d'impro avec les comédiens. Et au fur et à mesure de ces séances d'impro qui se déroulent sur un an, on écrit le spectacle. Et il y a un moment où le décor arrive, où les impros, on les restitue dans le décor, où les choses s'écrivent, mais il y a vraiment une sorte de méthodologie absolue, toujours la même, avec des préliminaires, donc il y a vraiment... parce qu'après, il faut faire construire les décors, après, il faut faire construire les costumes, après... on a été pendant des années avec Xavier au jeu de balle à Bruxelles, parce que dans les choses fabriquées, il y a aussi des choses qui sont... c'est un drôle de mot, mais qui sont customisées. Voilà, donc il y avait une partie du temps où on allait à Bruxelles pour construire les décors, faire les plans, chercher des objets. Donc il y a une vraie méthode de travail, absolument. Tout à fait, la personne qui pose la question en disant si par analogie à ce qui est évoqué du théâtre plan-plan, c'était une impasse de travailler sur la méthodologie dans une école d'art et tout ça. C'est pas une impasse, et surtout il y a un canot de sauvetage qui est absolument génial dans la pédagogie, c'est qu'on n'est jamais obligé de faire ce que demande le professeur. Et ça, c'est ce qui est le plus salvateur possible. Donc il faut de la méthodologie, mais en même temps il faut faire ce qu'on a à faire. Et la méthodologie, des fois, ça fait qu'on parle beaucoup dans les écoles d'art, ça bavarde, ça baragouine beaucoup. On pense perdre du temps là-dessus, mais même en manipulant le langage, manipuler le langage, ça permet d'affûter le vocabulaire. Et des fois, quand on trouve le bon mot, on trouve la bonne forme. Et c'est super important. Donc, non, ce n'est pas plan-plan. Ce n'est pas plan-plan, monsieur ou mademoiselle. Non, moi je dirais que les profs... Non, moi j'ai des professeurs qui m'ont sauvé la vie. Hein. Donc
ça a été la bataille, mais qui m'ont ordonné, qui m'ont permis d'ordonner une espèce de chaos intime, artistique. Donc, non, il y a certains profs qu'il faut écouter. Je m'immisce avec une question personnelle là. Bon, merci pour ce que vous avez dit sur les profs, parce que je suis prof aussi et j'aime bien voir le truc comme ça. Que bien sûr, j'ai rien n'est manichéen en plus. Ouais. Tu vois. Et tout à l'heure, vous aviez l'air pas tout à fait d'accord sur la question du domestique ou de l'hospitalier, ou de l'hospitalité ou du familier. Il y avait un truc. Oui, c'est quand je disais, c'est peut-être une forme parfois qui n'est pas très hospitalière. Et elle est dans le sens du ressenti, je pense, du spectateur. Et c'est comme Beyond My Control, mais c'est vrai que quand dans l'écriture, il y a une scène qui est drôle, belle, réussie, où il y a une espèce de douceur dans un moment du spectacle, pour moi, instinctivement, il faut remettre du trouble, du danger. C'est comme si, je pense que le spectateur doit être super actif au moment où il reçoit tout ça. Et c'est pour ça que je parlais de Zouk tout à l'heure, parce que je pense que j'ai été biberonnée à des espèces de drôles de sensations par rapport au spectacle vivant. Et c'est un peu ma Madeleine de Proust, c'est-à-dire que, et moi comme spectateur, j'adore avoir un peu la trouille au spectacle, quoi. Et c'est vrai que, du coup, alors moins maintenant, parce que, mais voilà, on peut pas être génial tout le temps, et donc les dernières pièces de Yann Fabre étaient vraiment super ratées, quoi. Mais c'est vrai que les premières que j'ai vues quand j'avais 25 ans, il y a des pièces comme ça, je parlais de Gruber tout à l'heure, où il y a des pièces qui m'ont électrisée, où je me suis dit, ah, c'est possible cette chose. Bizarrement, c'était pas des Français par contre, mais c'est vrai que c'était souvent pas des Français en tout cas. Parce que, bon, après il y a une tradition aussi du théâtre en Allemagne, le premier Castor que j'ai vu, où c'est des acteurs, alors sur l'idée du sauvage, mais c'est des acteurs. Alors ils font partie d'une maison, hein. Ça serait comme notre merde, j'allais dire conservatoire, mais non, c'est là dans le deuxième, tu vois, l'acte, la maison française où il y avait Maillette qui dirigeait la comédie, j'arrive même pas à le dire, mais les Allemands, il y a 10 comédies françaises en Allemagne, sauf que les acteurs allemands, quand ils sont sur scène, les acteurs de Castorf ou de... Ça, vous avez l'impression que vous allez vous faire dévorer, les mecs ils savent tout jouer, en même temps c'est comme des vieux sportifs, des vieux clowns, des acteurs prodigieux. Donc il y a une tradition aussi dans d'autres pays, je dirais même des pays de l'Est, où l'acteur c'est un machin pas possible, quoi. Et c'est ce trouble-là dont je parlais, cette chose peut-être qui est fascinante, c'est comme de la drogue en fait. Pour moi, je pense que de voir des gens sur scène, j'avais un rêve que je ne réaliserai jamais, mais il y avait cet acteur, ça y est, c'est le début, la fin, qui jouait dans Voyage au bout de l'enfer, celui qui devient fou qui joue au Christopher Walken, et j'ai su qu'il rêvait de faire Jeanne d'Arc. Voilà, ça c'est un projet que j'adorerais faire, quoi, monter Jeanne d'Arc avec Christopher Walken, juste pour avoir la peur quand je le retrouve pour travailler, mais je pense que c'est... Alors, pareil, l'histoire du sauvage et de la sauvagerie, moi j'ai besoin d'être dans la jungle, moi-même, et d'essayer d'ordonner la peur, le chaos, l'autre. Maintenir un clan d'artistes pendant 25 ans, c'est aussi un sacré challenge. Mais c'est comme un couple, hein, c'est comme des copains d'école, c'est comme... Il y a une chose à affronter en fait, et je regardais un documentaire sur Léo Ferré qui m'a fait pleurer avant-hier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Léo Ferré pour les étudiants, mais j'ai jeté un œil ou écouté quelques chansons. Et donc c'est l'époque où il a vécu avec son chimpanzé, et donc c'était un espèce d'anard, poète, et sa femme était en dépression, devenait alcoolique, et lui il s'était offert un chimpanzé qui a pris toute la place dans la maison qui s'appelait Pépé. Donc on voit des vidéos où le Pépé, le chimpanzé, allume les clopes des copains de Léo Ferré, sa femme s'enfonce dans l'alcoolisme, et l'histoire s'est finie. Ils avaient un château en Bretagne, et pendant qu'il était en tournée, elle a demandé aux chasseurs de tuer et Pépé, le chimpanzé, et tous les animaux. Et je trouve que c'est une chose qui se finit comme une tragédie antique. Enfin, mes sources d'inspiration ont à voir avec tout ça. Et tout ça est à voir avec peut-être...
Voilà, la famille, l'héritage, la violence, la forme, l'animal, l'être humain comme une chose pas apprivoisée. Et peut-être que tout le monde en ce moment veut sauver le monde. Moi, je ne pense pas qu'il faille sauver le monde. Je pense que la poésie ne sauvera pas le monde. Je pense que nous, pauvres artistes, non plus. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a à sauver? Peut-être sauver nous-mêmes. Je me dis, c'est peut-être dans un geste, dans une façon politique aussi de penser le travail. C'est-à-dire de tenir un groupe pendant 25 ans. Nous, alors, il y a l'intermittence du spectacle, mais c'est vrai qu'on était tous payés pareil. Enfin, il y a entre le kolkhoz, le gang, je sais pas, peut-être dans un moment où tout le monde est un peu paumé, peut-être c'est faire revenir l'idée du groupe, de faire les choses à plusieurs. Peut-être si chacun s'occupe de ce qu'il a à faire, avec les 10-15 personnes autour, peut-être tout ça va rouler un peu mieux. Je dirais ça, je ne sais pas si c'est naïf, je sais que je le pratique et que ça a à voir aussi, alors là par exemple, voilà, ils font les paysans polonais, parce qu'on a un auteur qu'on adore avec Xavier, qui est Witold Gombrowicz. Donc on avait fait un spectacle qui s'appelle Gombrowiczo. C'est un auteur polonais exceptionnel, lucide, méchant, poétique, hasardeux, de très mauvaise foi. Et donc on a fait un spectacle, donc ça c'était on a rencontré sa femme, parce qu'il était mort. On a passé beaucoup de temps avec sa femme, Rita Gombrowicz. Et on a fait un spectacle qui s'appelait le Gombrowiczo, et ce qui était quand même sans doute un peu gonflé de se dire qu'on va faire un show à l'américaine à partir de la littérature de Gombrowicz. C'était une réponse d'un livre. C'était une réponse qu'on lui faisait d'un livre qu'il avait écrit sur la fin de sa vie, où il avait fait toute l'histoire de la philosophie, je crois, en 3h15 ou quelque chose comme ça. Donc comme c'était un type qui était toujours un peu virulent, obsédé par une certaine idée de la réussite, une certaine idée de la comment dire, de la domination, mais pas au sens où on l'entend, c'est-à-dire d'arriver à pouvoir dominer ses idées. Et c'était un peu une espèce de retour de gaz qu'on envoyait à Gombrowicz, en espérant que ça le ferait rire, de faire toute son œuvre en 1h30. Après, on peut peut-être te montrer des photos de Babar. Ça, c'est... Donc ça, c'est alors ça, c'est une des maquettes. Donc ça, c'était une commande que nous avions... Attends, on peut regarder un peu le Bonbon-Lorraine, peut-être? Ouais, bon, alors on est sur Babar. On nous a fait une commande spectacle jeune public, ce qui était assez inattendu, vu ce qu'on fabrique. Sachant que les enfants adorent nos spectacles, hein, mais bon, bref. On nous a fait une commande jeune public, donc c'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire le théâtre jeune public, quoi. Sachant que quand même, moi j'ai une fille qui a 17 ans, donc je l'ai emmenée beaucoup au théâtre, et c'est vrai que l'idée de penser le spectacle juste pour un enfant, on a beaucoup parlé de ça, et je me revoyais avec elle petite en train de lui dire ça va, tu comprends, de regarder ce qu'elle voyait. Et donc on s'est dit on va écrire un spectacle d'après Babar, hein, donc l'éléphant. Et en fait on va mettre les enfants dans un chapiteau où ils voient un spectacle qui est écrit pour eux. Et les coulisses du chapiteau, qui seront vues de la salle, seront pour les parents. Donc les coulisses du spectacle pour enfants étaient atroces. Il n'y avait que les parents qui pouvaient voir. Et par contre, les enfants voyaient un autre spectacle. Donc dès le début du spectacle, les enfants et les parents étaient séparés. Et donc le chapiteau où les enfants regardaient le spectacle était comme une grosse lanterne posée sur le plateau, comme une veilleuse. Et les acteurs faisaient donc le spectacle pour enfants. Et dès qu'ils sortaient, parce qu'ils n'allaient pas être sur scène, on construisait un truc avec eux pour les adultes qui était affreux. Et le but étant de se dire que les parents avaient qu'une envie, c'est de venir sauver leur enfant dans le chapiteau en se disant qu'est-ce qui se passe là-dedans, alors qu'à l'intérieur l'histoire était pas du tout... c'était très pédagogique, c'était au moment des élections, et c'était la question pour les enfants, c'était de savoir est-ce qu'on a... Parce que dans l'histoire, Babar ne voulait plus être roi, et les enfants votaient, donc est-ce qu'il fallait quelqu'un pour nous diriger, blablabla.
Donc voilà, donc on a fait un spectacle jeune public et le dispositif posait la question de qu'est-ce que c'est un spectacle pour enfants en fait. Et aussi ça posait la question de savoir ce qu'était le désemparement, ce fameux moment où un enfant avec ses parents, tout le monde comprend qu'il ne se comprendra jamais et qu'il y aura toujours une espèce de zone franche où tout le monde sera un étranger pour l'autre. Et c'est-à-dire que le désemparement, c'est quand l'enfant s'aperçoit qu'il a la preuve par neuf qu'il y a bien des endroits où les parents ne pourront rien pour lui. Et c'est vrai que ça mettait une espèce de climat très étrange pour un spectacle pour enfants, parce que les parents arrivaient, ils étaient séparés des enfants, ce qui était déjà quelque chose d'un peu complexe. C'était bienveillant, mais ça pouvait avoir ça rappelait des choses qui n'étaient pas très drôles. Et c'est vrai que tout le monde était dans un état de spectateur permanent, c'est-à-dire qu'il y avait de témoins permanents même. Parce que même les enfants à l'intérieur du chapiteau se demandaient ce qui se passait dehors. Les parents voyaient en même temps la coulisse, en même temps ils voyaient le chapiteau, donc ils pouvaient pour une fois vraiment observer leur progéniture comme quelque chose dans un laboratoire, et c'était d'un merveilleux psychique assez étrange en fait. C'était comme une grande expérience psychologique. Il y a une question un peu il y a une question sur le book lab que je voulais prolonger par une question un peu psy justement là. Vite fait. Quelles sont les contraintes non, pardon, c'était pas ça. C'était quel est le contraire, selon vous, du terme sauvage? Et je voulais vous demander, comme on dit que le théâtre, on appelle ça la maison aussi. Est-ce que c'est le domestique ou le familier, le contraire de sauvage? Bon, ici, on fait de l'architecture d'intérieur, donc on fait des maisons confortables, quoi. Mais est-ce que pour vous, le domestique s'oppose au sauvage, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est plus compliqué que ça, parce que le sauvage, c'est un problème de sens, de dialecte, de manipulation. Il y a beaucoup de choses qui sont sauvages, même au plus proche. La réaction de quelqu'un de proche peut être très sauvage tout d'un coup, parce que ça sort d'une espèce de terrain connu. Donc c'est vrai qu'à la fois, ça s'immisce dans des endroits qui sont familiers, c'est du sauvage familier, et le sauvage pur n'a jamais existé, à part quand les Blancs ont organisé les zoos humains ou des choses comme ça. C'est-à-dire que le terme sauvage est arrivé à ce moment-là, où Malmaison avec l'enfant sauvage, mais c'est-à-dire qu'il y a c'est l'incongruité totale qui est au milieu de quelque chose où, a priori, tous les autres sont d'accord. Mais fondamentalement, les autres ne sont pas d'accord, de toute façon. Donc, et l'inverse de sauvage? Ouais, la question, les contraires. C'est le normé, le contraire du sauvage. Ouais. C'est le standardisé, c'est l'endormant. En fait, le contraire, c'est l'emmerdement. Le contraire de sauvage, c'est l'emmerdement. Okay. Alors, il y a une question un peu en prolongement, peut-être, je sais pas. Pourquoi Stéphane Roger finit-il toujours nu? Alors ça, je sais pas qui pose cette question, ça me fait rire. Mais Stéphane adore être tout nu. Alors je sais pas si tu as des photos là où il fait balibalo, donc il joue au piano tout nu et il salue les gens en se talquant le derrière. Stéphane, elle adore être tout nu sur scène, mais c'est comme la nudité c'est comme les enfants quand on fait le bain le dimanche soir et qui courent tout nu dans la maison. C'est de cet ordre-là. Et du coup, mais lui adore être à poil, ce qui n'est pas le cas du tout de Sophie Lenoir, qui est très pudique. Et donc on a un malaise avec ça, quand on fait des workshops, les gens pensent que pour être aux érèdes, il faut se mettre tout nu et dire des saloperies. Alors moi je suis quelqu'un de très bien élevé, très pudique, et du coup, quand on fait des workshops, on a des comédiens qui se foutent tout de suite à poil, en imitant les animaux, en disant des grossièretés. Alors on se dit merde, moi je me dis merde, j'ai tout raté du coup, parce que il y a un truc qui est pas passé en fait.
Et donc, Stéphane adore être nu sur scène, mais il y a un truc de sa nudité sur scène qui est peut-être cette chose animale, enfantine. C'est un truc de rigolade débile, voilà. Mais il n'y a que Stéphane, effectivement. Hein, donc, parce que là, on a pas mal d'ateliers qui se configurent. Ne venez pas tous tout nus, hein, parce que c'est pas du tout la patte. Ça, il faudra en parler avec lui, mais je pense que c'est peut-être un costume supplémentaire possible pour lui. C'est-à-dire que comme c'est un paradoxe en puissance en termes de machin scénique, il a une c'est peut-être par là qui se réinitialise les 1000 visages en fait. Une autre petite question sur les acteurs de vos pièces là. Est-ce que le décor lui-même, entre guillemets sauvage, est aussi un personnage des pièces, aussi un acteur? C'est vrai qu'il y a souvent des grottes, des montagnes, il y a une chose un peu opératique 19e je regardais l'autre jour le film de Tim Burton avec le chevalier sans tête, là, je sais plus le titre, mais bon, avec Christopher Walken justement. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'idée d'une nature un peu étrange, sombre, mystérieuse, des espèces de trous pour se cacher. Et en tout cas, quand la scéno est pensée, c'est la première chose qui est pensée esthétiquement, visuellement. Là, par exemple, pour le dernier spectacle, Les Chauves-souris du volcan, comme j'étais sur le sujet des larmes, du chagrin, je voulais parler des filles aussi, et je collectionne beaucoup de choses, de la passementerie, des objets, des figurines, j'ai un énorme carton plein de passementerie, et j'achète beaucoup dans les brocantes les cristaux pour les lustres. Donc j'ai vraiment... et cette scéno, je l'ai fait en une nuit, où j'ai tout mis, et je savais qu'il y avait Donc en tout cas, la scéno, elle vient avant tout le travail avec les acteurs. C'est-à-dire que quand on commence le travail, on répète, on leur dit, vous allez être dans une grotte, vous allez être sur une montagne, il y aura un gros œil avec des franges. Enfin, c'est vrai que c'est la première chose, le cadre esthétique, parce que comme la façon de travailler est quand même assez élastique et libre, il faut quand même beaucoup de cadres pour revenir à c'était quoi le truc de départ, de quoi ça devait parler. C'est vrai que quand sur les chauves-souris, il y a un œil, les larmes, et qu'on ne sait pas si on est dans un espèce de truc anatomique d'un corps dépecé entre Jack l'Éventreur, puis cette espèce d'œil. Enfin, c'est vrai que le cadre esthétique remet aussi dans le champ au moment de l'écriture, en tout cas. Il y a une autre question qui est sympa, qui a, je crois, pas mal à voir avec le décor, ou avec le fait que Stéphane Roget se mette tout nu aussi, ou avec plein de choses sur la temporalité du spectacle et la musique. Donc la question c'est, le crescendo est-il une figure imposée de vos mises en scène? Yes. Le crescendo, ça fait partie des effets spéciaux et de l'artifice, en effet. Comme disait Stéphane au début du coup du Cric andalou, il se présentait à un moment donné, il faisait son CV en 3 dates. Et il commençait, la deuxième date, il disait j'ai abandonné définitivement le crescendo. Mais c'est vrai que forcément, si c'est du spectacle, il faut pratiquer les artifices du spectacle. Alors, il y en a qui le refusent pour le critiquer. Nous, souvent, on utilise, et notamment le crescendo, la musique, la lumière, tout ça, tous ces trucs-là, pour pas aller dans le sens d'eux, mais éventuellement pour savoir comment pervertir aussi cette chose-là. Et donc, si on parle de crescendo perverti, oui, on est très porté sur le crescendo. Comment, curiosité personnelle, comment ça se construit dans votre travail à vous, le crescendo? Il y a probablement une dimension de retenue, j'imagine, à un moment, non, pour pas tout... je pensais au décor, faut pas peut-être balancer tout au début, peut-être voir les choses petit à petit, tout ça. Comment vous construisez? Est-ce que comment ça se rythme, tout ça? Comment ça s'organise? Si ça s'organise, hein, je sais pas. Si, mais en fait, moi je dis souvent, je suis la première spectatrice, en fait. Donc il y a un truc où je dois, moi, être traversée par les choses que j'espère
transmettre après quand le spectacle est fini. Donc de toute façon, il y a une chose qui est dans l'écriture, parce qu'en fait c'est des partitions très précises. Le but étant que les gens pensent que ça s'invente le soir où ils sont en train de le regarder. Donc ça c'est sur cette idée de danger, de se dire tiens, le lendemain ce sera différent. Mais en fait tout est très minuté, écrit, et par exemple, je ne sais pas si Vincent t'a vu le dernier, parce que je pense à ça sur les chauves-souris du volcan, il y a un moment de poème dans la salle où il commence à répéter un poème, et puis il demande les espèces de violonades qu'il y a au début, et puis tout d'un coup ce truc devient une espèce de pathos, de truc. Et le but c'est que ça marche, cette chose-là. Et après, je dirais peut-être que moi je dois la traverser pour après vite s'en débarrasser, pour pas être dans une chose dégoûtante, et de revenir à la forme tout le temps. Et peut-être c'est la question de la forme qui jalonne les pièces, c'est-à-dire qu'est-ce que serait une chose très jouée, qu'est-ce que ce serait le problème expérimental, qu'est-ce que ce serait... toutes ces questions-là, en fait, elles se posent au fur et à mesure de l'écriture de la pièce. Donc le crescendo, moi je me dis, tiens, cette scène, faut que ça me fasse pleurer. Il y avait une scène comme ça où Sophie... pleurait pour de vrai, arriver en larmes. C'est la musique qu'il y a dans Spartacus quand il libère les esclaves, et en répète, je mettais cette musique en boucle, et Sophie me dit, je la voyais dans un état, et en fait après c'est moi qui faisais la régie de ce moment-là pour savoir comment je montais, et c'est vrai qu'une fois que tu arrives à des espèces de montées comme ça, je dirais esthétique, de son, parce que la musique de Xavier est très très importante aussi. C'est un peu, maintenant qu'il est mort, c'est une sorte de Morricone vendéen. Mais si, Xavier, ne fait pas le... Mais c'est vrai que la musique de Xavier est ultra cinématographique et bizarrement expérimentale, et aussi dans ces choses de cinéma très... tu vois, ces envolées. Donc l'écriture et la musique de Xavier est super importante pour cette chose précise. Bon, après, on savait que 40 minutes, c'était court, hein, mais parce qu'on s'arrête, c'est ça, non? Ouais, on va s'arrêter, mais on peut prolonger la conversation. Là, on me fait signe, c'est ça, on arrête que... Merci beaucoup. Merci beaucoup.